Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais envie de vous parler pour cet épisode des beaux commerciaux en Espagne à travers toujours mon expérience client, mes histoires clients. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon client qui a réussi à louer de très très beaux bureaux sur le Paseo de Gracia, Passeig de Gracia. Pour ceux qui connaissent Barcelone, alors on dit c'est le petit Champs-Élysées, petit parce que c'est quand même beaucoup plus petit et moins luxueux, mais c'est la belle avenue de Barcelone, le Paseo de Gracia, Passeig de Gracia, qui descend donc du centre de la ville jusqu'à la place de la Catalogne. Et voilà, alors le contexte. Eh bien, mon client, c'est une filiale espagnole de la tech, d'ailleurs, de la French Tech, d'ailleurs. C'est un groupe français qui s'est implanté à Barcelone en fin 2002 et que j'ai accompagné pour implanter et pour constituer donc la société espagnole, la filiale espagnole. Et pour limiter les frais de structure dans un premier temps, ils avaient opté pour louer un coworking et pas louer un bureau en tant que tel. Et puis, début 2025, ils viennent me voir, 2 ans après leur implantation en Espagne. Et ils décident de passer le pas, et pas des moindres, de louer donc un bureau sur le Passeig de Gracia. Un très, très beau bureau dans un immeuble avec une façade de style modernisme, qui est une façade protégée. Si vous connaissez un petit peu la ville de Barcelone, voilà, vous voyez très bien de quel immeuble je veux parler. Autrement dit, pour eux, ça représente quoi? Ça représente une belle adresse, un bureau très classe et luxueux, en plein cœur de Barcelone, pour un loyer bien inférieur au loyer auquel ils étaient habitués avant en région parisienne ou à Paris, même dans Paris intramuros. Alors, ils viennent me voir et quels sont leurs besoins? Mais déjà, c'est la première fois qu'ils louent des bureaux en Espagne. Ils ne connaissent pas du tout le market practice. En revanche, ils sont habitués à louer des bureaux en France, mais en Espagne, c'est la première fois. Donc, ils pataugent un petit peu. Et comme ils me connaissaient, puisque c'est moi qui leur avais constitué la société, et bien, ils sont revenus vers moi en me disant « Mais écoute Audrey, là, cette fois-ci, on veut louer des bureaux. Est-ce que tu peux nous accompagner ?» Ils sont habitués et ils connaissent le régime des beaux commerciaux en France, mais ils ne savent pas du tout, ils ne connaissent absolument pas le droit espagnol, et donc ils n'ont aucune notion de comment protéger leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs obligations sur cette location à Barcelone. Et ensuite, eh ben, il y a le problème de la langue, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'espagnol commercial et professionnel, mais ils n'ont pas un vocabulaire technique juridique. Donc quand on signe un bail commercial, ben, il y a des termes juridiques, évidemment. Et il y a des références à la loi qui est la Ley de Arrendamientos Urbanos, autrement dit l'AU. Parfois, on l'appelle la LAU, ce sont les initiales LAU, qui est la loi spéciale ici en Espagne. Pour le coup, ce n'est pas une loi catalane, c'est vraiment une loi espagnole pour l'allocation des beaux commerciaux. En France, c'est régi par le Code de commerce. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont impératifs. Quand on parle d'une norme impérative, ça veut dire que c'est obligatoire. Ce sont des dispositions légales auxquelles on ne peut pas y déroger. Même contractuellement, dans le cadre d'un accord entre parties, on ne peut pas renoncer à certains droits ou certaines obligations. Mais en Espagne, c'est différent. C'est une loi qui n'est pas codifiée, qui est une loi spéciale. Et pour les beaux commerciaux, le maître mot, c'est liberté contractuelle. Réellement, c'est ça. C'est-à-dire que on vous dit que pour les beaux commerciaux, ce qui prime, c'est ce que les parties ont prévu dans le contrat. Et ce qui n'est pas prévu dans le contrat, eh bien, c'est prévu dans la loi. D'accord? Donc, c'est vraiment très important d'expliquer un petit peu aux clients ce qu'il en est. Et notamment de les familiariser avec le vocabulaire technique juridique sur les beaux commerciaux. Alors, mon accompagnement sur mesure pour ce client, en quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, pas tout simplement, mais dans un premier temps, je m'assure qu'ils ont bien compris les tenants et aboutissements du contrat. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre ce qu'on signe et de s'engager en connaissance de cause. Donc, je leur fais un résumé en français des clauses les plus importantes du bail, notamment les clauses financières, c'est le plus important, mais aussi
des grandes obligations, notamment les travaux, les charges, les grandes clauses, les grandes lignes du contrat, d'accord? Donc, je leur dis, le contrat a prévu ça, le bailleur a prévu ça, le bailleur a prévu ça. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que ça colle avec vos besoins? Pourquoi? Parce que généralement, c'est le bailleur ou l'avocat du bailleur qui va rédiger le bail. Donc, comme je vous ai dit avant, on est sur la liberté contractuelle. Ça veut dire que les parties peuvent prévoir tout ce qu'elles veulent. Mais donc, si quelqu'un a la main sur le contrat et sur la première version du contrat, bien évidemment, il va rédiger le contrat pro-bailleur, puisque là, c'est l'avocat du bailleur qui avait rédigé le contrat. Donc, évidemment, il rédige le contrat pour protéger les intérêts de son client. Ça va de soi, c'est notre métier de rédiger ce type de clause, donc c'est normal, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas une intention de nuire, c'est normal. Notamment si on sait qu'en face, le locataire a son avocat, tout simplement de dire, voilà, moi, ça c'est ma base, mes clauses qui protègent au maximum mon client, maintenant on va rentrer en négociation. D'accord? Donc, c'est important de leur faire ce résumé et de leur dire, voilà, le contrat prévoit ça, 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 ça. Donc, il y a une première partie qui est de la pure information. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est mon rôle de conseil. En disant, écoutez, le contrat prévoit ça, 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 vous en êtes informé. Moi, je pense que ça, on peut maintenir, parce que c'est du market practice, ça se fait toujours comme ça et il n'y a pas de lézard là-dessus. En revanche, ça, je vous conseille de modifier. D'accord? Donc, j'attire leur attention sur les grandes différences sur les baux commerciaux entre la France et l'Espagne, notamment sur 4 points importants que je vais vous expliquer maintenant. Le premier point, c'est la durée. Quand on est français et qu'on a déjà loué des bureaux ou des locaux commerciaux, on parle du 369, d'accord, qui représente la durée 3 années, 6 années, 9 ans. 3, 6, 9 ans, d'accord? Le 369, c'est ancré dans notre culture. Quand vous êtes entrepreneur, businessman et que vous avez loué des bureaux, vous savez, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est ça que vous avez en tête. Eh bien, il faut tout oublier. Quand vous arrivez ici en Espagne, on fait reset et on oublie tout. La durée est librement pactée entre les parties. D'accord? Alors après, tout est une question de négociation et tout est une question d'investissement. C'est-à-dire que si pour rentrer dans les lieux, vous avez besoin de faire des travaux importants et donc un investissement important, bien évidemment, ça rentre dans la balance. C'est à prendre en compte pour négocier votre durée. Si vous avez plus de 200 000 euros de travaux d'investissement pour mettre en place votre business dans les locaux, il est évident que si vous déboursez 200 000 euros, vous n'allez pas avoir un bail de 3 ans. Il faut négocier un bail d'au moins 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Moi, j'ai déjà vu des bails de 30, voire 50 ans. Donc, après, ça dépend si le local se trouve dans un centre commercial ou pas. Il y a certaines choses qu'on peut négocier plus facilement que d'autres. Mais là, en l'occurrence, pour mon client de la French Tech, on était sur un bailleur qui était une famille catalane. Comme on dit ici, de toda la vida, ça veut dire de toute la vie, qui a toujours vécu ici et qui est donc propriétaire rentier de grands immeubles et de l'immeuble entier là, en l'occurrence. Donc, on est sur de la négociation, on est sur une durée variable et totalement pactée de façon contractuelle entre les parties. Ensuite, le loyer. Les règles de déplafonnement du loyer et la notion de valeur locative n'existent pas en Espagne. Le loyer est librement pacté entre les parties. Bien évidemment, on a des loyers de marché à tant d'euros le mètre carré en fonction de si c'est un local avec pignon sur rue, en fonction de si ce sont des bureaux à étage. Bien évidemment, ça c'est le marché qui marque un petit peu tout ça. Mais ça reste négociable. La troisième chose sur laquelle j'attire leur attention, c'est le dépôt de garantie légale. Le dépôt de garantie légale, c'est l'unique clause en droit espagnol de la LAO, cette fameuse loi dont je vous ai parlé juste au début de cet épisode. C'est l'unique clause qui est d'ordre public. C'est-à-dire que c'est la clause à laquelle on ne peut pas déroger de façon à porter un préjudice aux droits du locataire. D'accord ? Et dans ce cas-là, pour les baux commerciaux, la loi prévoit un dépôt de garantie équivalent à 2 mois de loyer. Ce dépôt de garantie, la petite particularité en Espagne, ce n'est pas le cas dans toutes les communautés autonomes, ça dépend, mais nous, ici en Catalogne, c'est le cas. C'est le cas aussi dans beaucoup d'autres communautés autonomes. Il y en a plus dont c'est le cas et d'autres dont ce n'est pas le cas, mais la grande majorité des communautés autonomes ont un organisme
public, parce que c'est pas national, c'est au niveau de la région autonome, de la communauté autonome. Donc c'est autonomique, on appelle ça comme ça en Espagne. C'est un organisme public qui reçoit et auprès duquel il faut déposer le contrat et déposer ces 2 mois de dépôt de garantie. D'accord ? C'est donc cet organisme qui conserve cet argent et les intérêts qui sont générés par cet organisme permettent permettent un réinvestissement dans les logements sociaux de la communauté autonome. D'accord ? Donc c'est totalement obligatoire. Si on ne le fait pas, eh bien, on a des intérêts de retard et on peut avoir des pénalités ou des sanctions. Mais en plus de ce dépôt de garantie légale, très souvent, ce que les propriétaires exigent, c'est une garantie complémentaire, comme par exemple un aval bancaire. C'est très fréquent, d'accord ? Qui peut être de 2 mois aussi, ou plus. J'ai vu des avals bancaires de 6 mois. Ça dépend du montant du loyer, ça dépend de l'état du bureau ou du local que vous avez loué, ça dépend de votre solvabilité, de la société qui va louer les lieux. Et le dernier point sur lequel j'attire vraiment l'attention de mes clients, qui est différent et qui est vraiment spécifique à l'Espagne, c'est les cas de cession ou de sous-location du bail. Parce que parfois, j'ai des clients qui me disent « Bon, on adore cet espace, il est un petit peu plus grand que ce dont on a besoin, mais on essaye d'avoir une vision à long terme, à moyen long terme, et on se dit qu'on loue quand même cet espace. Dans un premier temps, on va sous-louer certains postes de travail à d'autres amis, partenaires, clients, etc. Mais en tout cas, on a matché avec ce bureau-là, donc on veut tout simplement le louer. Sauf que, attention, il faut savoir que, sauf accord contraire entre les parties, le droit espagnol prévoit que la cession et la sous-location du bail est en principe libre. D'accord ? Ça, c'est ce que la loi prévoit. La loi prévoit de dire, si vous ne dites pas le contraire, la cession et la sous-location est libre. Par contre, le market practice fait que le propriétaire veut toujours un petit peu avoir un œil sur ce qui se passe dans son local et qui lui paye le loyer. C'est normal. Il veut avoir certaines garanties de la solvabilité quand même du paiement du loyer. Et donc, il veut quand même toujours avoir un œil sur les cessions et les sous-locations. Donc, très souvent, le bail prévoit que aussi bien la cession comme la sous-location totale ou partielle doivent être expressément autorisées par le bailleur. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Si c'est votre cas, de dire, on prend plus grand et puis on verra ce qui se passe, mais on va sous-louer, eh bien, sachez qu'il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas cette clause qui prévoit que le bailleur doit vous autoriser, ou si elle le prévoit, à ce moment-là, prévoir dès le début et dès la signature du bail, de dire « Ok, mais vous m'autorisez à sous-louer, par exemple, aux sociétés du même groupe, notamment si on est sur des gros groupes de sociétés, très souvent, on arrive à négocier ça, le même groupe, qu'une cession libre au sein du même groupe, ou sous-location libre. Ou sinon, si vous avez déjà des sous-locataires un petit peu sous le coude, de dire, voilà, on va sous-louer à ces personnes-là, est-ce que vous pouvez nous autoriser au moment qu'on signe le bail ? C'est l'idéal parce que c'est le moment où les négociations sont ouvertes. Par contre, sachez que ce que prévoit aussi la loi espagnole, c'est que le bailleur, s'il le souhaite, ce n'est pas une obligation pour lui, c'est un droit, il peut décider d'augmenter le loyer de 10% en cas de sous-location partielle ou de 20% en cas de sous-location totale ou la cession du bail. D'accord ? Donc, c'est un droit du bailleur, c'est-à-dire que s'il souhaite exercer son droit, vous ne pouvez rien dire. En revanche, il ne peut pas vous augmenter le loyer de 40%. D'accord ? C'est marqué dans la loi. Soit on est sur du 10% sur de la sous-location partielle. Donc, si vous voulez sous-louer certains postes de travail, c'est possible, mais il a le droit de vous augmenter le loyer de 10%. Et sinon, si on est sur une cession du bail, c'est-à-dire vous fermez boutique et vous cédez le bail à votre preneur, là on est dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, ou si on est sur de la sous-location totale du local, là il peut augmenter de 20%. D'accord ? Donc ça c'est important. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description de l'épisode, de cet épisode, un lien vers un article d'information un peu plus complet sur mon blog sur toutes les différences sur les baux commerciaux entre la France et l'Espagne, parce que là, je vous en ai expliqué les quatre principales différences, mais il y en a d'autres.
qui sont vraiment spécifiques à l'Espagne. Donc, je vous mettrai ce lien-là pour que vous puissiez le consulter si cela vous intéresse. Ensuite, troisième étape de mon accompagnement, tout simplement, je les aide à négocier les clauses importantes pour eux. Là, on est sur du sur-mesure, c'est-à-dire qu'encore une fois, on peut avoir un contrat de bail proposé par le bailleur ou standardisé, parce qu'il existe, vous pouvez, vous mettez sur Google contrat de bail commercial en Espagne, alors il vaut mieux le mettre en espagnol, vous aurez 10 000 modèles. Enfin, voilà. Après, vous n'avez aucune garantie sur la sécurité juridique de ce document, sur son actualité, si les articles de loi auxquels ils font référence sont encore en vigueur ou pas. Donc, on peut avoir un document standard, c'est pas un problème, mais par contre, c'est pas du sur-mesure. C'est comme acheter un chemisier sur mesure, vous êtes sûr que ça vous va comme un gant et c'est parfait à vos besoins et à votre corps, ou acheter un chemisier qui est fait à des milliards d'exemplaires dans une boutique lambda. Voilà, peut-être il faut retoucher là, peut-être s'abailler un petit peu ici, mais bon, vous avez un chemisier. Bon, voilà, moi mon rôle, c'est pas d'avoir un contrat de bail standard qui va à tout le monde, c'est faire du sur-mesure. Et notamment pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, mon client, il avait demandé au bailleur de faire quelques petites modifications dans le local. Notamment, la salle de réunion qui était proposée par le bailleur était trop petite pour ses besoins. Donc, en fait, ils avaient uni 2 bureaux en une grande salle de réunion. Il n'y avait qu'un toilette, ils avaient besoin de 2 toilettes. Enfin, voilà, des choses spécifiques qui étaient nécessaires pour leur activité et qu'ils avaient pactées dans le cadre de la négociation préalable du bail. Donc, il fallait adapter le bail à ces accords verbaux qui avaient été dits par les dirigeants des sociétés par téléphone ou par email, par réunion. Et donc là, il fallait retranscrire ces accords qui avaient été pris entre les parties dans le bail. Voilà. Donc, il fallait prévoir une clause qui protégeait au mieux leurs intérêts, notamment quand il y a des travaux. Ce qui est bien et ce que j'aime bien, moi, faire, c'est annexer un plan des travaux post-travaux, c'est-à-dire que vous allez modifier le local. Donc, moi, je n'ai pas encore vu le local dans lequel je vais rentrer, mais est-ce que vous pouvez me fournir un plan après travaux, post-travaux, pour que je puisse voir ce à quoi le local que je vais louer ressemble une fois que les travaux que vous allez faire seront faits, pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, pour gagner en sécurité juridique sur le bail. Autre chose, si vous faites des travaux, très bien, mais moi, j'aimerais bien quand même, une fois que je rentre dans les lieux, avoir un petit délai pour voir s'il n'y a pas de réserve ou s'il n'y a pas des petites retouches à faire sur ces travaux-là. Donc ça, c'est la clause. Ça fait partie des clauses que j'ai adaptées pour eux. Et puis, quatrième et dernière étape, tout simplement, préparation du document final pour signature avec les annexes. Souvent, dans les baux commerciaux, on a plusieurs annexes, notamment les différents virements qui peuvent être faits dans le cadre du paiement du premier loyer ou dans le cadre du paiement des dépôts de garantie ou garanties complémentaires, l'aval, etc. Donc, tout ça, c'est important. Dans un cas comme ça, là, concrètement, mon client, il y avait eu un aval de 4 mois. Là, pareil, c'est une annexe, mais c'est un document qu'il faut revoir. C'est-à-dire qu'un aval, ce n'est pas un document anodin, c'est un document de garantie. Donc, il faut que ça présente suffisamment de garantie pour le bailleur, mais que ça n'inflige pas trop de contraintes non plus pour mon client, qui est le preneur, qui est le locataire. Donc, on prépare toutes les annexes, on prépare le document final, on monte le document final et on organise la signature. Dans ce cas-là, c'était une signature à distance parce que moi, le gérant, il était en déplacement en Europe, donc on signe à distance, pas de souci. Personnellement, moi, au cabinet, j'ai un programme de signature à distance, donc ça pose aucun souci. Donc, encore une fois, on est dans un service tout compris et personnalisé, 100% satisfaction client. Et zéro tracas pour eux, parce que eux, ils veulent tout simplement, ils ont plein d'autres choses à gérer. Il y a le déménagement à gérer, il y a tous les changements d'adresse, commercialement, il faut prévenir les clients, les fournisseurs, etc. Donc, ils ont déjà tellement de choses à gérer que vraiment, déléguer toute cette partie-là, ça leur a, pour le coup, 0% de tracas, pas 100%, 0% de tracas, c'était l'idéal pour vous. Alors, si vous souhaitez louer un espace de travail en Espagne, ça peut être un bureau, un local commercial, ça aussi peut être une boutique ou un atelier, un studio ou autre, peu importe, un espace de travail pour exercer votre travail, votre art, votre métier, votre activité. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute et pour que je puisse vous envoyer un devis personnalisé.
J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si ce contenu vous plaît, je vous remercie de me soutenir, de soutenir mon travail. Si vous pouvez noter, vous abonner donc au podcast ou à la chaîne YouTube, noter avec des petites étoiles ou recommander à quelqu'un qui pourrait être intéressé par le contenu. À très vite.